petit voyage à travers nos existences. Chers auditeurs de Tranche de Vie, au lieu dit Guitare, sur la commune de Razac, sur l'île, nous visitons aujourd'hui une ferme étrange qui nous projette un peu dans le futur, puisque une des questions que se pose l'humanité, c'est de savoir ce qu'elle va manger à l'avenir. Et Jean-Marc, qui nous accueille, est l'animateur, le propriétaire et le créateur de cette ferme. Quand on rentre dans cette ferme, on ne va pas trouver des étables, des bâtiments d'exploitation habituels, mais on découvre deux grandes piscines dans un abri qui ressemble un petit peu à une serre en plastique. Tout ça fait plus de 400 mètres carrés et on voit deux grandes piscines dans lesquelles l'eau circule en permanence, agitée, mise en mouvement par deux grandes roues à aubes que Jean-Marc a eu la gentillesse d'arrêter pour éliminer le bruit. Tout ça produit un petit glouglou agréable et dans ces piscines, eh bien, on voit circuler une eau verte et c'est là que Jean-Marc élève la spiruline. Jean-Marc, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté de parler à nos auditeurs de votre activité si originale. Et est-ce que vous pouvez rappeler en quelques mots ce qu'est la spiruline ? Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous recevoir sur ma ferme. Donc la spiruline est une microalgue extrêmement ancienne et qui a des vertus extrêmement importantes en termes de composition de nutriments. C'est l'aliment le plus riche au monde en protéines, extrêmement riche aussi en fer, en calcium, en bêta-carotène. La liste est très longue. Donc c'est le meilleur aliment du monde d'après l'UNESCO et l'OMS. Qu'est-ce qui vous a conduit, quel est votre parcours professionnel, qu'est-ce qui vous a conduit à vous intéresser à cet aliment ? Donc ça faisait déjà quelques années que je cherchais une production un peu différente du modèle agricole classique. Et je me suis retrouvé à découvrir cette spiruline un peu par hasard, parce que nous avions un projet agricole avec plusieurs collègues de méthanisation. Et autour de la méthanisation, il reste la chaleur. Et donc je cherchais une production qui ait besoin de chaleur. Et j'ai découvert la spiruline de cette manière-là. Et quand on fait les premières recherches autour de la spiruline, on découvre le côté éthique, le côté humanitaire et le côté vertu, tous les bienfaits que peuvent apporter la spiruline. Et je suis tombé un peu de passion pour cette culture qui est très intéressante et qui a des vertus folles. Vous considérez ça comme une culture. Et vous avez prononcé le mot humanitaire. Est-ce que la spiruline, c'est quelque chose de moderne qu'on vient de découvrir ? Alors c'est extrêmement ancien et en même temps très moderne, parce que c'est une microalgue qui est à l'origine de la Terre et à l'origine du monde. Donc les scientifiques l'annoncent entre 3,5 et 4 milliards d'années, donc c'est extrêmement ancien. Et malgré tout, la toute première ferme qui a été montée en France a été montée en 1997. Donc c'est quand même assez récent. Et on est vraiment sur une culture, j'insiste bien sur le terme culture, parce qu'on la cultive dans des bassins, dans des piscines, comme vous avez dit au début, dans laquelle on reproduit ses éléments de vie, enfin son milieu de vie, qui lui convient au mieux. Ce sont des milieux très particuliers, où voilà, les températures, les pH, la salinité, tous ces éléments-là sont maîtrisés pour pouvoir lui proposer le meilleur milieu de vie pour elle. J'ai lu que cet aliment a été utilisé quand même depuis très longtemps dans des cultures traditionnelles qui la récoltaient dans des milieux naturels. Exactement, oui, on a pu trouver des traces que les Aztèques et les Mayas la consommaient déjà. Il y a d'ailleurs des civilisations un peu reculées qui la consomment de manière naturelle, parce que ça se développe de manière naturelle dans 3 ou 4 lacs sur la planète, donc c'est extrêmement marginal. Malgré tout, il y a certaines civilisations reculées qui la consomment, et c'est de cette manière-là que les scientifiques ont découvert que ces populations-là avaient une qualité de vie meilleure que les autres en quelque sorte, et se sont penchés vraiment sur ce que ça leur apporte. Et j'en reviens au côté humanitaire, c'est du fait que c'est des vertus extrêmement larges. Ces scientifiques ont voulu développer ce type de ferme autour des orphelinats, notamment dans les pays qui en ont le plus besoin, pour sauver des vies, sauver des enfants. Et donc ce modèle-là existe. Il se monte toujours d'ailleurs de ces fermes dans les pays qui en ont le plus besoin. Et donc même nous, nos fermes à notre petite échelle, contribuent par un petit financement à aider des projets humanitaires.
C'est-à-dire que vous soutenez ces projets qui sont établis dans des pays où le besoin en protéines végétales est le plus aigu. Exactement, alors c'est pas des sommes folles, mais c'est toujours ça de fait. Il y a une petite contribution qui permet d'aller financer les projets humanitaires dans ces pays qui en ont le plus besoin. Parce que voilà, on sait que la protéine est un enjeu énorme dans l'alimentation de demain. Donc c'est vrai que nous, sous nos latitudes, on va dire qu'on est moins en carence, en déficit, malgré tout. C'est un enjeu à l'avenir qui est très important. Donc c'est vrai que les microalgues, de manière générale, ont un enjeu énorme dans les décennies à venir. Alors là, on est en train d'entrer dans l'avenir, dans l'immédiat. Quelles sont les contraintes qui pèsent sur l'élevage, ou la culture plus exactement, de la spiruline? Pour vous, qu'est-ce que vous avez eu, à quel problème avez-vous eu à faire face quand vous avez décidé d'installer cette ferme et de lui donner une taille qui soit compatible quand même avec une rentabilité raisonnable? Qui va motiver à monter une ferme, donc c'est la motivation du porteur de projet, et surtout le savoir-faire, donc il faut déjà avoir une connaissance. Cette connaissance, il y a une seule école en France qui délivre une formation là-dessus, et ensuite il faut donc avoir le savoir-faire, trouver le réseau technique pour pouvoir trouver les moyens pour la produire, donc le matériel, que ce soit donc les bâches pour l'étanchéité, la maçonnerie, le local, tout le matériel qui contribue à la récolter. Donc ça fait partie des choses qui sont difficiles à trouver. Et le dernier point pour pouvoir fédérer tout ça, c'est le côté financier. Et donc obtenir des financements pour monter une ferme de ce type, c'est compliqué, parce que vu que ce sont des projets assez novateurs et assez peu répandus, on a encore assez peu de recul sur la rentabilité, sur ces enjeux-là. Du coup, les banques sont assez réticentes à suivre. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui se montent des projets à bas coût. Et moi, au contraire, je me suis positionné sur un projet vraiment tourné sur la qualité, donc j'ai mis beaucoup plus d'argent sur la table que de manière générale il se pratique, pour atteindre une production de qualité. Donc c'est pour ça qu'on est sous une serre où l'espace est assez grand, où la qualité de l'air, la qualité de l'eau, la qualité du matériel, tout ça a été réuni pour atteindre une qualité de production optimum. Ce que vous voulez dire, c'est que en général, les fermes à spiruline, elles ont une taille inférieure à la vôtre. Est-ce que vous êtes soutenu par des organisations paysannes ou par des organisations gouvernementales qui s'occupent justement de soutenir la création de nouvelles exploitations? Alors en termes de dimensionnement, non, ma ferme n'est pas plus grande que ce qui se passe partout ailleurs en France. Je suis pile poil dans la moyenne, ce qui se pratique. La superficie qui a été choisie, donc 400-450 mètres carrés, en gros, c'est la superficie qui correspond à obtenir un revenu, un salaire, un SMIC, un revenu moyen. Donc en termes de dimension, je ne suis pas supérieur à mes collègues. Par contre, au niveau qualité, je me suis positionné dans le choix de matériel supérieur pour atteindre une qualité de produit optimum. La différence, elle est là. Et après, en termes de soutien, nous avons créé une fédération des spiruliniers de France. C'est-à-dire que ce sont des producteurs qui sont réunis pour échanger, pour créer un réseau, pour s'échanger entre nous, entre producteurs, de la connaissance, du savoir-faire, pour pouvoir former éventuellement de futurs spiruliniers, mais aussi pour pouvoir peser dans les organismes administratifs, histoire d'être représenté, par exemple à la région, dans un ministère, on a un représentant, un président qui peut parler au nom de la profession. Vous pouvez donner une idée à nos auditeurs de ce que représente cette organisation en termes de chiffres? Il y a combien de fermes à spiruline en France? Alors de fermes fédérées, donc adhérents à la fédération, on doit être aux alentours de 100. À 2-3 près, on est autour d'une centaine de fermes. Avec un recul de combien d'années La plus ancienne, du coup, comme je disais tout à l'heure, la plus ancienne serait de 1997. Mais c'est vrai qu'il y a un boom depuis 5 à 10 ans. C'est là que maintenant, il y a beaucoup plus de fermes qui sont montées. La limite, en fait, c'est que ce type de ferme doit répondre à une offre et une demande, comme toute entreprise. Ça reste encore un marché de niche et qu'il y a une limite, en fait, au nombre de fermes. Il faut que le nombre de fermes se monte en fonction de la demande et de la connaissance des gens. Donc voilà, il faut trouver sa place. Il ne s'agit pas d'en monter deux côte à côte, comme toute entreprise, la concurrence régit et tout. Donc voilà, il faut trouver un équilibre entre le nombre de fermes et la demande locale. Alors les gens qui produisent de la protéine animale classique, de la côte de bœuf et du rumsteak, comment ils voient le développement de ces fermes à spiruline? Bon, ils ne le voient pas d'un mauvais œil, parce que de toute façon, il ne faut pas opposer les systèmes.
Et c'est vrai qu'on entend parler de plus en plus dans les médias qu'il faut réduire la consommation de viande. Moi, je ne suis pas là pour donner des ordres aux gens, chacun est libre de consommer comme il veut. Malgré tout, c'est vrai que j'apporte un produit, moi, qui est là pour répondre à un besoin de protéines végétales. Mais au-delà de l'apport nutritionnel qui est énorme, c'est un produit qui apporte aussi beaucoup de bien-être. Donc c'est sur un autre créneau, on va dire, qu'on se positionne aussi. Alors, justement, effectivement, on voit, si on va un peu sur Internet, on voit beaucoup de publicité qui est faite autour de la spiruline et de ses bienfaits et puis de ses avantages en termes de nutrition. Est-ce qu'il y a des gens qui, quand même, font des réserves sur l'utilisation de la spiruline? Est-ce que toutes les spirulines ont-elles la même qualité? En France, selon l'ANSES, donc l'Agence nationale de sécurité sanitaire, voilà le terme et l'intitulé exact pour rechercher. En France, on a une qualité de spiruline qui est quand même supérieure à toute celle qui est importée du bout du monde. Malheureusement, la majeure partie de la spiruline qu'on trouve en France est importée. Donc il faut se méfier, je dis aux consommateurs de se méfier quand ils choisissent une spiruline, de bien choisir une spiruline française, produite en France et pas seulement conditionnée en France. Parce qu'en France, on s'est donné les moyens d'avoir au moins plusieurs critères qualitatifs, au moins des analyses bactériologiques pour le côté sanitaire. Et aussi de différents moyens pour la filtrer, pour la sécher, pour garder une qualité, c'est-à-dire qu'on sèche en France à basse température, ce qui nous permet de conserver tous les nutriments qu'elle contient naturellement. Ce qui n'est pas le cas notamment de la spiruline qui est produite au bout du monde. Les plus gros producteurs sont Chine et Hawaï, qui eux ont des procédés de culture et de récolte un peu différents. Donc ils sèchent à haute température et on sait qu'à haute température, les nutriments, ils sont cuits et puis ils sont diminués. Voilà, les effets sont bien moindres. Est-ce que vous avez un organisme ou des organismes de contrôle de votre production? On a un laboratoire qui est partenaire avec la fédération, qui nous permet de faire des analyses régulières de nos productions, de nos produits, avant de les commercialiser, pour être sûr de vendre un produit qui soit sain, qui soit complet, qui soit sain. Les critiques qu'on voit adressées à la spiruline sur des effets secondaires que peut produire sa consommation, c'est dirigé, à votre avis, essentiellement sur les productions étrangères qui présentent des critères de qualité qui ne sont pas forcément les bons? Alors en principe, il n'y a pas beaucoup de critiques de fait à la spiruline, de ce qu'on peut lire. Il y a une seule contre-indication qui est à savoir, c'est vu que c'est un aliment qui est très riche en fer, les personnes qui ont déjà un excès de fer dans leur corps, dans leur sang, là par contre sont des consommateurs qu'il ne faut surtout pas qu'ils en consomment, c'est le cas de dire. C'est-à-dire que ces personnes-là ne doivent pas en consommer, ce sont la seule contre-indication. Tout ce qu'on peut lire à propos de la thyroïde, à propos de n'importe quoi en principe, il n'y a pas de contre-indication. Des éruptions cutanées, toutes sortes de Non, ça c'est des choses qui sont au lore, c'est pas allergène, donc il n'y a pas d'allergie. La seule chose qui peut être vraie, c'est que c'est un produit qui est extrêmement concentré, qui a des effets détox, et donc l'organisme, quand on commence à consommer la spiruline, il faut commencer en petite quantité, c'est-à-dire qu'on ne commence pas à prendre une cuillère à soupe pour commencer. C'est un produit qui est très concentré. Justement, c'est ce qui est frappant quand on se documente un petit peu. On voit qu'on vous conseille de commencer par 1 gramme ou 2 grammes par jour, ce qui est complètement dérisoire, quoi. Mais c'est exactement ça, c'est conseillé de commencer par 1 gramme par jour, parce que c'est extrêmement concentré, et du coup, le fait que ce soit très riche, notamment en protéines, en fer, en bêta-carotène, en calcium, magnésium, sélénium, enfin tous les oligo-éléments, vitamines en général, ça veut dire qu'il faut commencer en petite quantité pour que l'organisme puisse s'y habituer. Après, de toute façon, le seul risque derrière, il est quand même pas non plus dramatique. Ça peut être une constipation, une diarrhée, le plus gros risque, il est là. Donc c'est pas non plus dramatique, juste qu'il est conseillé pour les organismes les plus sensibles, les personnes qui, on va dire, les plus fragiles, de commencer par une petite quantité. Il faut que les organismes s'adaptent à l'aliment. Voilà, faut que le corps s'y habitue, parce que les effets sont vraiment plaisants, c'est vraiment un côté bien-être, on a un côté tonus, vitalité. Donc ça vaut le coup d'essayer, ça vaut le coup de faire des cures, c'est très bon pour l'organisme. Juste à savoir qu'on commence sur des petites quantités. Alors là, on est avec ce que vous décrivez, projeté dans l'avenir, parce que on touche vraiment du doigt l'idéal de la nourriture du futur, à savoir des petites pilules, puisque c'est souvent conditionné sous forme de petits cachets ou de gélules. Et puis voilà, on absorberait comme ça, en 1 seconde, les besoins nécessaires pour une journée, ou pour faire des efforts particuliers.
On peut le voir comme ça. J'ai pas envie de voir le futur, moi, sous forme de cachet ou de comprimé, j'en suis pas là. C'est quand même un plaisir de manger, de s'alimenter, surtout chez nous en Dordogne, il y a quand même plein de bons produits. Donc, j'ai pas envie de voir le futur comme ça. C'est plutôt sous forme d'un petit plus nutritionnel qui permet voilà, d'avoir aucun risque de carence, un système immunitaire qui est renforcé et de surtout garder le plaisir de continuer à s'alimenter avec nos bons produits qu'on a chez nous. La spiruline est vraiment là pour apporter plus un côté tonus-vitalité, un côté renforcer le système immunitaire pour mieux traverser les automnes, les changements de saison de manière générale, les rhumes qui nous pourrissent un peu la vie. Ça, c'est l'effet antioxydant. Voilà, bourré d'antioxydants. Donc avec un système immunitaire qui est plus renforcé, forcément on affronte mieux les changements de saison. De manière générale, si on n'a pas de carence, le corps s'en porte que mieux. Donc meilleure qualité des os, de la peau, des ongles, des cheveux, de manière générale. Tout le corps s'en porte mieux. Et puis surtout, il y a des effets plus larges qui sont plutôt tourné autour d'un effet antidouleur. Donc ça arrive à soulager un peu l'arthrose. Alors je ne veux pas vendre de rêve, ça ne guérit pas, c'est pas médicament et ça ne guérit pas l'arthrose, mais ça arrive à soulager certaines douleurs, et donc c'est pour ça que ça apporte un certain bien-être, au moins pour un public qui a certaines douleurs un peu désagréables à vivre au quotidien. Et les sportifs le connaissent bien aussi pour le côté récupération, qui permet d'avoir moins de courbatures, moins de douleurs suite aux efforts, et un peu plus en endurance aussi pendant l'effort. On peut quand même dire que c'est une gageure d'avoir développé cette ferme et cette production dans un pays ou dans une région qui, comme vous le disiez, est réputée pour son amour de la bonne chair et la qualité de ses produits classiques, c'est-à-dire aussi bien végétaux qu'animaux, et puis sans parler de tout ce qu'on trouve sous la terre ou dans les bois. Est-ce qu'on peut maintenant présenter un petit peu la technique de production de la spiruline, cette technique de récolte? On a parlé rapidement au début de l'installation. Est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu comment ça fonctionne et nous dire comment vous récoltez la spiruline, comment vous la conditionnez? Donc du coup, pour prendre un petit peu le cycle de récolte, déjà il faut se situer. Donc on est face à un bassin qui fait 220 mètres carrés de production, qui a une roue qui permet d'agiter cette microalgue pour qu'elle soit toujours en mouvement dans le bassin. Donc le principe, c'est que c'est donc une microalgue qui se développe dans un milieu de vie assez particulier, qui a un pH qui est très élevé, on a un pH 10. On est sur une eau qui est salée aussi, avec des nutriments pour l'alimenter, comme n'importe quel végétaux, il faut des nutriments pour l'alimenter. Et donc vu qu'elle est microscopique, c'est compliqué de la voir et de la récolter. On ne ramasse pas ça avec une fourche comme on pourrait faire avec la paille par exemple. On récolte du coup par filtration. Donc il y a un process qui permet en fait déjà, on commence très tôt le matin, on récolte avant le lever du jour, parce que le taux de protéines est supérieur avant le lever du jour. Donc on commence très tôt le matin, on filtre le volume d'eau, c'est-à-dire que cette eau qui est dans le bassin, on en filtre un volume qui permet du coup de sortir déjà une bonne partie de l'eau. L'intérêt, le cycle total étant de passer d'un produit qui est dans l'eau à un produit qui est déshydraté, parce qu'on le consomme de manière déshydratée. Donc chaque étape consiste à sortir de l'eau. Donc on commence par filtrer, ensuite on laisse égoutter quelques minutes, cette biomasse qui était sortie de l'eau, on la presse, un peu comme on pourrait presser du fromage par exemple, pour faire sortir le petit lait. Donc là on le presse pour sortir encore plus d'eau, et donc ensuite cette biomasse pressée, elle est encore humide malgré tout, elle contient encore de l'eau en elle. Donc il faut la faire déshydrater. Donc pour ça, on la met sous forme de spaghetti, puisque la spaghetti est très fine et a un contact à l'air qui est important, et permet du coup de déshydrater un produit à basse température sans qu'il y ait de phénomène qu'une dégradation. Si j'en prenais un plus gros volume comme une louche par exemple, une louche sécherait en surface mais ne pourrait pas sécher à cœur. D'accord. Donc le format spaghetti est choisi. Un spaghetti avec Voilà. une machine. Il y a tout un panel de machines, du pressoir, la machine à spaghetti. Alors c'est pas une machine à spaghetti comme on fait les panzani, hein. Oui. C'est un poussoir comme une grosse seringue qu'on utilise, qui a un embout spécifique pour faire le format spaghetti. Et donc ces spaghettis sont disposés sur des grilles de séchage que je mets dans un séchoir, qui est en fait un déshydrateur à fruits. Et il y a une très forte capacité en fait à déshydrater. La difficulté pour la spiruline, c'est de sécher à basse température. C'est sûr que si on avait la liberté de le monter à 200 degrés, c'est tellement plus facile de faire sécher à 200 degrés. Seulement c'est pas le cas. On sèche à 45 degrés. Et donc la difficulté est là, c'est de réussir à sécher dans un laps de temps suffisamment rapide pour pas qu'il y ait de fermentation, de dégradation, mais pas trop rapide non plus pour pas perdre les propriétés. Du coup, il faut un appareil performant. Donc l'appareil que j'ai trouvé, c'est un déshydrateur à fruits qui a la capacité à sécher des prunes, des raisins secs, des figues, enfin des abricots secs, voilà, et qui permet d'atteindre une qualité de produit final qui soit optimum grâce à la qualité du séchage notamment. Quelquefois, on voit employer le terme de paillettes.
C'est une forme de conditionnement, de présentation. Alors voilà, c'est qu'en France, on sèche tous, de manière générale, sous forme de spaghetti, et après la spaghetti, on la concasse, et après certains l'appellent brindille, paillette, on peut trouver le nom qu'on veut. En fait, le format général, le plus brut qui puisse exister, le plus naturel qui existe, c'est cette spaghetti qui était déshydratée, et quand elle est sèche, du coup, elle devient cassante, donc on la concasse pour en faire des petits volumes, et c'est ce format-là qu'on appelle brindille, paillette. Comme les petits vermicelles qu'on met dans la soupe, que l'on concasse, ça ressemble à ça, mais en verre, du coup, puisque c'est vert. Vu que c'est un produit qui est sec et ça se conserve comme du riz, des pâtes, voilà. Donc là, on peut en saupoudrer la nourriture, on peut le consommer sous n'importe quelle forme, l'avaler avec une cuillerée de confiture. Alors exactement, en fait, il y a plusieurs méthodes. Moi, dans un premier temps, je conseille de le prendre à son petit déjeuner, d'agrémenter son petit déjeuner, pour que ça devienne une habitude, un rite, comme tout produit naturel, pour avoir les effets, la totalité des effets recherchés. Il faut s'y tenir pendant plusieurs jours. Donc déjà, le sachet fait 100 grammes, c'est pas un hasard, c'est que 100 grammes, ça correspond à une cure pour une personne qui va durer aux alentours de 5 semaines. Donc ça devient une habitude au petit déjeuner. Une cuillère à café par jour, ça fait environ 3 grammes. Et avec 3 grammes, on peut avoir tous les effets recherchés, que je vais t'expliquer, que je peux encore expliquer. Donc ça peut être pris sur une compote, sur un yaourt, sur une tartine, avec la confiture comme vous dites, directement en bouche avec un verre de jus de fruits. Il n'y a pas de méthode officielle en fait. Chacun trouve un petit peu ce qui lui convient selon ses habitudes qu'il a lui-même au petit déjeuner. Mais ça peut aussi, pour aller plus loin, agrémenter des salades, des plats. Ça peut agrémenter très bien des poissons ou des salades froides d'entrée. Quasiment inaperçu parce que est-ce que ça a un goût prononcé? Alors la spiruline est connue pour avoir un goût assez prononcé. Malgré tout, quand on met tous les moyens en œuvre, notamment tous ceux que j'ai mis, moi sur le choix des matériels, la qualité de gestion de l'eau, tout ça, la spiruline arrive à avoir un goût le plus neutre possible. Mais vu que c'est un produit qui est déshydraté, si on le met en bouche directement, il a tendance à se réhydrater et ça devient un petit peu collant aux dents, donc c'est pas très agréable à manger comme ça, faut être honnête. C'est pour ça que dès qu'on le coupe à autre chose, une tartine, son petit déjeuner, un plat, n'importe quoi, en fait on le sent plus. C'est mélangé au reste et on profite de tous les bienfaits que ça apporte, toutes les valeurs nutritionnelles que ça apporte, sans avoir les inconvénients. Alors là, on a parlé de la consommation humaine, mais la spiruline elle-même, que mange-t-elle? Comment vous la nourrissez pour l'élever? Alors on l'alimente comme un végétal, et un végétal, il faut lui apporter à manger, pas la même chose que nous, mais il faut lui apporter des nutriments. Donc les nutriments principaux, c'est le CO2, parce que le CO2, comme toute plante, voilà, on en trouve dans l'air. Alors là, pour le coup, c'est une culture aquatique, donc c'est pas dans l'air que ça le trouve, même si ça en consomme une petite partie. Faut lui en apporter quand même. Donc on apporte du CO2 sous forme de bicarbonate de sodium alimentaire, donc c'est un aliment de base qu'on a nous-mêmes dans notre alimentation. Ensuite, on apporte de l'azote, de la potasse, du phosphore, de magnésium, des oligo-éléments, du fer, comme n'importe quel végétal en fait, comme n'importe quel arbre ou plante qu'on a dans nos pots de fleurs, dans nos jardinières. On lui apporte à manger, on met de l'engrais dans la terre. Et bien là, ce sont des engrais aussi en quantité infime, puisque c'est une petite production, donc on apporte des quantités infimes. C'est pour ça qu'on parle en grammes et pas en kilos ou en tonnes, mais il faut l'alimenter de cette manière-là. Est-ce que vous pouvez donner une idée du rendement du rendement de votre ferme, le rendement je sais pas, en kilos par centaine de mètres carrés? Alors aujourd'hui, les chiffres 2019, en France, la moyenne nationale des producteurs de la Fédération des spiruliniers, on a fait 600 grammes par mètre carré de production. Mètre carré de bassin? De bassin. D'accord. Par mètre carré de production, on est à 600 grammes cette année. Donc c'est pas une année record, ça peut être exceptionnel, mais une année moyenne. Donc voilà, c'est pour ça que j'insiste, on parle bien en grammes et pas en kilos ou en tonnes. Bien sûr. La spiruline a des maladies? Non, des soucis quelquefois? La spiruline, c'est extrêmement compliqué parce que c'est beaucoup de savoir-faire. Malgré tout, c'est assez simple dans le sens où on n'a besoin de rien rajouter. C'est pour ça qu'on parle d'une culture éco-responsable, d'avenir aussi, parce que par elle-même, par son milieu de culture qui est très particulier, comme je disais tout à l'heure, un pH à 10, un milieu salé, rien que par ces deux critères-là, déjà, elle se préserve elle-même de ce qui pourrait être un ravageur, une culture, une microalgue invasive. En fait, c'est assez simple par son milieu de culture, parce que c'est vrai qu'elle a des valeurs de pH à 10 et du sel. Par définition, il n'y a pas d'autres larves ou microalgues ou autre chose invasive qui pourrait prendre la place. On a un petit peu abordé la question des intrants en parlant de la nourriture de la spiruline. Qu'est-ce que ça représente quand même l'entretien d'une ferme comme ça? Est-ce que vous avez des problèmes d'approvisionnement en eau, l'énergie, puisqu'il faut faire tourner les roues à aube?
faire marcher le séchoir, est-ce que c'est... Et puis tout ce que vous mettez justement pour nourrir l'algue. Donc ça représente des petits chiffres, c'est-à-dire à la hauteur des grammes ou des kilos qu'on produit. Donc finalement, pour faire le ratio cette année, pour donner des chiffres, je suis aux environs de 1 mètre cube d'eau utilisée par kilo de spiruline sèche produite. Donc sèche, déshydratée. Donc ça reste des petits volumes finalement. Et quand on fait le ratio par rapport à la production en équivalent de protéines de la viande ou du soja ou d'autres choses, les chiffres sont incomparables. C'est vrai que la spiruline est loin devant en termes de ratio. On arrive à produire beaucoup plus de protéines et beaucoup moins de besoins à mettre en œuvre. Vous n'avez pas eu de soucis l'année dernière, par exemple, avec la période sèche d'approvisionnement en eau à l'endroit où vous trouvez? Alors c'est vrai que c'était un peu compliqué le fait de cette sécheresse qu'on a eue en 2019. Donc moi j'ai un forage sur ma ferme qui me permet d'être approvisionné en eau de qualité. C'est vrai que sur Razac sur l'île on n'a pas à se plaindre. On a une eau de qualité qui permet d'ailleurs de rapprovisionner une douzaine ou une quinzaine de communes aux alentours en eau potable. Donc c'est vrai que le forage, il y a eu quelques jours, c'était un petit peu limite, il fallait rationner un peu les besoins en eau. Mais malgré tout, ça reste des petits volumes. On est aux alentours, moi j'ai consommé aux alentours de 300 mètres cubes sur l'année. 300 mètres cubes, l'échelle d'un foyer, ça peut représenter quelque chose. À l'échelle d'une production, ça représente finalement très peu. Parce que là vous avez quel volume d'eau là, dans vos deux piscines qui circulent? Dans chaque bassin. bassin. Est-ce que vous êtes obligé de changer l'eau périodiquement? Alors dans chaque bassin, on a 30 mètres cubes d'eau. Donc c'est pour ça que ça représente environ le volume d'eau qui est dans une piscine, c'est pas des volumes d'eau gigantesques. Et alors moi je me suis imposé un protocole de renouvellement d'eau, mensuel et annuel aussi, qui me permet justement d'atteindre une spiruline de qualité, voilà, pour avoir un produit qui soit le plus agréable possible à consommer. Donc c'est que je fais partie, on va dire, de ceux qui consomment un peu plus d'eau que la moyenne, mais dans le but d'atteindre une qualité supérieure, et ça marche. La preuve c'est que tous mes clients me disent votre spiruline est meilleure que ce que j'ai l'habitude de consommer. Surtout si on se compare aux Chinois, c'est pas compliqué. Mais voilà, la qualité est supérieure. En utilisant un petit peu plus d'eau, on a une qualité de suite qui est incomparable. Alors, vous avez parlé d'écoulement. Comment écoulez-vous votre produit? Alors moi, ma vente, comme tous les producteurs de spiruline, se passe en vente directe. C'est-à-dire qu'il n'existe pas de filière organisée, il n'y a pas de coopérative qui me rachète mon produit pour le distribuer. Et c'est justement là aussi une fierté et un choix, c'est ce que je voulais me lancer dans une production qui ne dépende pas du marché mondial, qui ne dépende pas d'une filière organisée, qui gravite autour, qui va m'apporter, qui va me considérer comme une cible commerciale. Donc je suis autonome, c'est moi qui détiens le savoir-faire, c'est moi qui vends mon produit. Donc c'est vrai que c'est une difficulté, c'est un risque, parce qu'il faut que ce soit moi qui démarche le client, qui me fasse connaître. Mais c'est vrai qu'en étant parti sur un produit de qualité, en le faisant connaître, je commence à avoir des retours de gens qui me disent mais votre produit il m'apporte beaucoup de bienfaits, beaucoup de bien-être, je suis content de continuer à en prendre et je suis heureux d'avoir découvert ce produit-là. Donc c'est vrai qu'il y a des gens qui reviennent. Vous avez conscience de vendre et la volonté de vendre un aliment et pas un médicament, de pas un complément alimentaire vendu en parapharmacie. Alors j'insiste bien sur le terme aliment parce que la fonction d'un aliment, donc c'est un produit alimentaire de base, à savoir, un petit détail technique, mais c'est une TVA à 5,5 et pas à 20, donc c'est aussi dans le but pour avoir un produit abordable pour le consommateur. Voilà, le consommateur paye un produit, on se bat pour garder ce statut d'aliment, pour garder une TVA basse, pour que le produit soit abordable au plus grand nombre. Voilà. Parce que le terme complément alimentaire, le risque il est là aussi, c'est qu'un complément alimentaire, il y a une notion de posologie, une notion, la TVA change, et puis voilà, il y a toute une autorisation de mise sur le marché à obtenir. Enfin, c'est beaucoup plus compliqué, et ça n'apporte rien à personne, que ce soit pour le producteur comme pour le consommateur, ça n'apporte rien à personne. Et malgré tout, ça pourrait être consommé, vu qu'on parle de 3 grammes par jour. 3 grammes par jour, oui, c'est une petite quantité, donc on pourrait parler de complément alimentaire. Jean-Marc, malheureusement, le temps passe à toute allure. Mais je vous poserai une dernière question. Vous avez le temps d'avoir une vie en dehors de la spiruline? Oui, j'ai quand même un peu de temps autour de la spiruline. Donc j'ai quand même une femme, une fille, et j'ai quelques passions. J'ai notamment le sport mécanique. Et une dernière chose, si je peux vous inviter, donc je fais des visites de ferme tous les vendredis à partir de 17h. Vous avez bien entendu, chers auditeurs, venez visiter la ferme de Jean-Marc. Merci beaucoup, Jean-Marc. Merci.
C'était Tranche de vie, une émission proposée par Jean-François.